une famille de soldats. L'aïeul. Né sous le chaume et fils de pauvres paysans, mais sachant lire, il vient à la ville, à 16 ans, chez son oncle, un charron, pour son apprentissage. Ce solide garçon, laborieux et sage, ne s'imagine pas qu'il doive, un jour, chercher, aventure et quitter l'ombre de son clocher. Quand son patron, un soir, au repas de famille, annonce qu'à Paris on a pris la Bastille, il raconte plus tard qu'on y traite en vaincu, ce roi dont le profil brille sur chaque écu. L'enfant, certes, est surpris, mais il ne comprend guère. Et ce n'est que 3 ans après, quand vient la guerre, que, jeune homme, il s'émeut pour le danger public. Vive la nation! L'outrage de Brunswick le soufflette et lui met la chaleur à la joue. Un jour qu'il est en train de faire une roue, il entend le tambour, là-bas, près du marché. Il y court. Le tribun, sur l'estrade du juché, criant, gesticulant et parlant comme un livre, la foule, les soldats, les drapeaux, tout l'enivre. Bras nus, tenant encore d'une main son outil, et il signe, il s'enrôle, il réclame un fusil. À son robuste corps, du premier coup, adhère cet épi bleu qui va devenir légendaire et qui, pendant 20 ans, fera fuir l'ennemi. Et, devant le moulin mitraillé de Valmy, voilà qu'il sent lui battre un cœur intrépide. C'est alors un temps d'avancement rapide. Mais le simple soldat, Jean Morel, c'est son nom, malgré son brave instinct de marcher au canon et le fusil d'honneur que Jourdan lui décerne, pour ses hauts faits n'a nul bâton dans sa giberne. La main près de la tempe et de respire roidi, quand il vient saluer Bonaparte, elle a dit, du nom de caporal, il n'a pas d'autre grade. Il n'avancera pas comme le camarade, fait empereur après avoir été consul. Il n'aura pas, le soir de Wagram ou d'Accumule, quelques titres princiers gravés dans l'histoire. Mais ce Français, quand même, aura sa part de gloire. Son temps est encombré de héros, mais l'un d'eux, c'est lui. Sur un vieux sphinx datant de Ramsès II, près du Caire, il inscrit, sous son nom qu'il paraphe, sergent de grenadier, sans faute d'orthographe. Et Kléber, qui l'embrasse au combat du Tabor, lui fait enfin donner une épaulette d'or. Officier, lui, l'enfant du peuple se demande si c'est possible. Il porte une épée, il commande, et même au vieux soldat doit parler d'un ton bref. Quel rêve! Il veut alors s'instruire, étant un chef. On lui prête un Corneille, un Homère. Il s'exalte pour Ossian, et quand le régiment fait halte, près des faisceaux formés sur le bord du chemin, on voit le lieutenant, pensif, un livre en main, mais souvent le canon interrompt sa lecture. Après cette campagne en Égypte, si dure, pas de chance, il revient trop tard pour Marengo. L'empereur, murmurant, de Landa à Carthago, devant la flotte anglaise à Boulogne, où la brise travaille et fait flotter sa redingote grise, reconnaît en passant cet obscur officier, de son œil pénétrant et clair comme l'acier, qui, d'un coup, jugé pas un homme, il le regarde, sourit, lui prend l'oreille et le met dans sa garde. Voilà donc, pour 10 ans, Morel dans les grognards. Il n'aura qu'à Smolensk la graine d'épinard et la croix d'or qu'après Champaubert, mais qu'importe. Lorsque, suivi de son éblouissante escorte, calme sur un ardent cheval, simple et si beau, paraît le demi-dieu, l'homme au petit chapeau, fanatique, Morel n'a qu'un désir, le suivre. Depuis le froid matin où, sur l'aigle de cuivre, des hauts bonnets à poils rangés en bataillon, le soleil d'Austerlitz a jeté ses rayons. Cet homme s'habitue à l'extraordinaire. Il vit tranquillement dans un bruit de tonnerre. Sans s'étonner, il fait ce rêve épais qui fou, entre à Vienne, à Berlin, à Madrid, à Moscou.
Il est présent lorsque les rois font antichambre chez l'empereur qui prend l'Europe, la démembre et leur en jette avec dédain quelques lambeaux. D'après ce que Morel a vu sous les drapeaux, il sait être, dans cette Iliade sublime, un Diomède obscur, un Ajax anonyme. Le triomphe est si grand que la postérité, songe-t-il, doutera de la réalité. Au fond de l'avenir lointain et sans limite, tous ces héros autour d'un héros sans pareil, avec le zodiaque aux ordres du soleil, et, tôt ou tard, cet humble en frémit jusqu'au moelle. Sa croix d'honneur sera l'une de ses étoiles. Tel est l'homme qu'après le retour des Bourbons, quand on change drapeau, cocarde et pompons, et qu'on gratte les ânes couronnés, son village voit revenir un jour pauvre, vieux avant l'âge, pour toujours triste, mais plein de gloire et d'honneur. Il se marie, un fils lui naît, quel bonheur, quand, avec un bâton, l'enfant dit « Portez, armes !» Le commandant contient avec peine une larme, et depuis lors, dans sa retraite, a moins d'ennui. D'ailleurs, on le vénère et tous sont fiers de lui. Pour qu'il sourie un peu sous sa moustache austère, tous les gamins lui font le salut militaire. Et quand, dans son jardin, il s'attarde le soir, les gars, en le voyant poser son arrosoir et regarder, songerait redressant sa taille, un ciel ensanglanté comme un champ de bataille, s'imaginent aussi qu'au-dessus de leur front passe le furieux galop des escadrons. Devant Napoléon, là-bas, dans la fumée, ils se disent, le vieux grec à la grande armée. Enfin il meurt, et c'est un deuil dans le canton. On tire sur sa tombe un feu de peloton. Il meurt là, c'est vaincu, mais à l'âme consolée, et certain qu'après tant de gloire accumulée, malgré bien des revers et des revers encore, la France ne peut pas épuiser ce trésor.